Memphis, Tennessee. Le Graceland Hospital pour enfants, service des soins pédiatriques. Le 12 août 1956. Un dimanche après-midi. 3h30. La chaleur de l'été de Memphis à cette heure précise est le type de chaleur qui ne demande pas la permission d'entrer dans les bâtiments, qui traverse les murs, qui s'installe sur les épaules des visiteurs comme quelque chose de physique et de délibéré. Dans les couloirs du service pédiatrique, des ventilateurs tournent au plafond avec un bruit régulier qui ne rafraîchit pas vraiment, mais qui indique que quelqu'un a essayé. L'hôpital pour enfants de Memphis en 1956 était ce que les hôpitaux pédiatriques étaient dans les villes moyennes du sud des États-Unis à cette époque, c'est-à-dire des endroits où les gens apportaient leurs enfants malades, avec l'espoir que les personnes en blanc pourraient m'en faire quelque chose que la prière et le temps n'avaient pas suffi à accomplir. Les chambres étaient des petites. Les couloirs sentaient le désinfectant et le talc. Les infirmières se déplaçaient avec l'efficacité de personnes qui ont beaucoup à faire et pas assez de temps pour le faire. Et elles souriaient aux enfants avec la qualité spécifique du sourire que l'on réserve aux enfants malades. Un sourire qui est à la fois encourageant et honnête. Deux choses difficiles à conjuguer. Dans la chambre numéro 17 du service pédiatrique, il y avait une petite fille qui s'appelait Dorothy Ann Witherspoon. Elle avait 7 ans. Elle était là depuis 9 jours avec une pneumonie sévère qui avait commencé comme une toux ordinaire une semaine avant le début de l'hospitalisation et qui s'était transformée en quelque chose de beaucoup moins ordinaire, avec la rapidité que certaines maladies ont de changer de nature avant qu'on ait le temps de comprendre ce qui se passe. Dorothy Ann était petite pour ses 7 ans, avec des nattes que sa mère refaisait chaque matin en arrivant à l'hôpital avant même de parler à l'infirmière de garde, parce que les nattes étaient une chose que sa mère pouvait contrôler dans une situation où presque rien d'autre ne l'était. Sa mère s'appelait Louise Witherspoon, 34 ans, employée dans une laverie du quartier nord de Memphis, seule depuis que le père de Dorothy Ann était parti 18 mois plus tôt vers une adresse en Arkansas que personne n'avait cherché à vérifier. Louise était à l'hôpital du matin jusqu'au soir tous les jours depuis 9 jours et dormait dans la chaise à côté du lit de sa fille avec la régularité de quelqu'un qui a décidé que la chaise était maintenant son endroit dans le monde. Ce dimanche après-midi, Dorothy Ann dormait. Sa respiration était meilleure qu'elle ne l'avait été 5 jours auparavant, mais encore loin d'être ce qu'elle devait être. Louise était assise dans la chaise, avec les mains croisées sur les genoux, dans la posture des gens qui attendent quelque chose sans savoir exactement quoi. Ce qui arriva ensuite commença dans le couloir. Elvis Presley avait 21 ans en août 1956. En termes de ce que le monde savait de lui, ces 21 ans correspondaient à une quantité d'informations publiques considérable. Heartbreak Hotel avait passé 8 semaines en tête des classements au début de l'année. Son deuxième album était sorti en mars. Il avait fait l'Ed Sullivan Show et le Dorsey Brothers Show et tous les autres shows qui en 1956 constituaient le chemin obligatoire de l'existence dans la conscience collective américaine. Sa photo était dans les vitrines des magasins de disques de Memphis, aussi bien que de New York et de Los Angeles. Sa voix sortait des radios dans les voitures garées devant l'hôpital à cette heure précise. Il était venu à l'hôpital pour une raison qui n'avait rien à voir avec la célébrité, et tout à voir avec le fait qu'il était de Memphis. Un fils de ses anciens voisins, un garçon de 9 ans qui avait grandi dans la même rue que lui à North Memphis quelques années plus tôt, était hospitalisé dans le service avec une appendicite opérée 3 jours avant. Elvis avait appris ça par sa mère Gladys, qui maintenait le réseau des nouvelles du voisinage, avec la précision d'un service postal. Il avait apporté un modèle réduit d'avion, le type de cadeau que l'on apporte à un garçon de 9 ans hospitalisé, parce que c'est à la fois concret et distrayant. Il était entré par l'entrée principale avec une casquette de baseball et des lunettes de soleil qui représentaient son idée du déguisement. Une idée qui fonctionnait approximativement bien dans les petits endroits, et pas du tout dans les grands. L'infirmière à l'accueil l'avait reconnu immédiatement et avait souri avec la composure professionnelle de quelqu'un qui a choisi de traiter la situation comme ordinaire, parce que traiter les situations inhabituelles comme ordinaires est une compétence utile dans ce métier. Il avait rendu visite au fils des voisins pendant 21 minutes. Le garçon avait été suffisamment heureux pour que cela comptât, ce qui était le but de la visite. Elvis avait laissé le modèle réduit sur la table de chevet et s'était levé pour partir. Ce fut dans le couloir en direction de la sortie qu'il entendit le son. Pas un cri, pas un appel à l'aide, quelque chose de beaucoup plus difficile à identifier. Un son dans la famille du son que font les gens quand ils retiennent quelque chose qu'ils ne peuvent pas contenir indéfiniment. Un son de couloir d'hôpital, un dimanche après-midi, venant de derrière la porte de la chambre numéro 17. Elvis s'arrêta. Ce n'était pas une décision calculée. Ce n'était pas la décision d'une célébrité qui choisit de faire quelque chose de généreux pour les bonnes raisons ou les mauvaises. C'était la réaction d'un jeune homme de 21 ans de Memphis, dont la mère lui avait appris à faire attention aux gens dans le couloir
et qui s'était arrêté parce que quelqu'un dans cette chambre faisait ce son. Il frappa doucement à la porte. Il attendit. Rien. Il frappa à nouveau, légèrement plus fort. La porte s'ouvrit. Louise Witherspoon avait le visage de quelqu'un qui a retenu quelque chose depuis 9 jours et qui vient de ne pas tout à fait réussir à le retenir encore une fois. Elle le regarda. Elle mit une seconde à comprendre ce qu'elle voyait. L'expression sur son visage passa par plusieurs états rapidement. La surprise, la confusion, quelque chose d'autre plus difficile à nommer. Elvis enleva ses lunettes. Cette chose qu'il avait dans le visage qui le rendait immédiatement reconnaissable était là, et il n'y avait rien à faire pour l'atténuer. Il ne dit pas bonjour, je suis Elvis, ni aucune des choses que les gens importants disent quand ils rencontrent des gens ordinaires dans des situations inhabituelles pour établir d'emblée la distance correcte entre les deux. Il dit, d'une voix assez basse pour ne pas déranger les chambres voisines. J'entendais quelque chose dans le couloir. Qu'est-ce qui se passe avec votre fille? Louise le regarda encore une seconde. Puis elle dit, parce qu'il n'y avait pas vraiment d'autre réponse disponible à la question qui venait d'être posée de cette manière précise par cette personne précise dans ce couloir précis. Pneumonie. 9 jours. Ils disent mot que c'est mieux, mais... Elle ne finit pas la phrase. Les phrases qui commencent à dire par les médecins disent Goenpoti que c'est mieux, mais dans les chambres d'hôpital finissent rarement en mots. Elles finissent en gestes ou en silence, ou dans la façon dont quelqu'un regarde le sol. Elvis regarda le sol lui aussi un moment. Puis il dit « Je peux entrer ?» Ce n'est pas la question qu'on attendait. Louise ouvrit la porte un peu plus grande. Dorothy Ann dormait toujours. Sa respiration était audible, mais régulière. Sur la table de chevet, il y avait un verre d'eau à moitié bu, un livre de contes illustré dont la couverture était un peu cornée, et une petite poupée en tissu usé avec une robe rouge. Elvis s'assit dans la chaise que Louise lui désigna, la chaise de visiteur dans le coin opposé à celle où Louise passait ses nuits. Il posa ses lunettes sur ses genoux. Il regarda Dorothy Ann dormir pendant un moment, avec l'expression de quelqu'un qui comprend quelque chose sur la situation, sans avoir besoin qu'on le lui explique. « Combien de temps vous êtes là tous les jours ?» demanda-t-il. « Depuis le début, » dit Louise. « Le père ?» Louise le regarda d'une façon qui répondait à la question sans utiliser de mots. Elvis hocha la tête légèrement. Ils restèrent silencieux pendant un moment. Ce n'était pas un silence inconfortable. C'était le silence de 2 personnes dans une chambre d'hôpital, qui partagent la compréhension que les mots ne sont pas toujours la chose la plus utile disponible. Dorothy Ann bougea. Elle ouvrit les yeux lentement, de la façon dont les enfants malades ouvrent les yeux quand ils émergent d'un sommeil profond, avec le temps nécessaire pour que le monde se remette en place autour d'eux. Elle regarda le plafond. Elle regarda sa mère. Elle regarda l'homme dans le coin. Elle le regarda pendant plusieurs secondes. « Vous ressemblez au monsieur de la radio », dit-elle. Sa voix était un peu rauque mais distincte. Elvis sourit. C'était le sourire qui était dans tous les magazines, mais qui dans la chambre 17 cet après-midi-là, semblait appartenir simplement à un jeune homme de Memphis assis dans une chaise de visiteur. « Je suis le monsieur de la radio », dit-il. Dorothy Ann réfléchit à cette information avec le sérieux particulier des 7 ans qui vérifient les données importantes avant de les accepter. « Ma copine dit que vous êtes le plus beau garçon du monde entier, » dit-elle. « Ta copine est très intelligente, » dit Elvis. Louise porta la main à sa bouche. C'était la première fois en 9 jours qu'elle entendait sa fille faire cette chose spécifique avec les mots, cette chose légère et directe qui était normale pour Dorothy Ann et qui avait été absente depuis le début de la maladie. Elvis sortit de sa poche une vieille photo qu'il avait, le type de photo qu'il gardait sur lui pour ce genre d'occasion qui se présentait plus souvent qu'on ne l'imagine quand on est ce qu'il était en 1956. Il la posa sur la couverture, mais il ne la dégagea pas immédiatement. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il à Dorothy Ann. « Dorothy Ann. »« C'est un beau nom. Dorothy Ann comment ?»« Witherspoon. »« Dorothy Ann Witherspoon. Ça fait beaucoup de lettres pour une petite personne. Je suis pas si petite, » dit Dorothy Ann, avec la conviction de quelqu'un qui a l'habitude de défendre ce point. « Non, » convint Elvis. « T'as l'air de quelqu'un de très grand, en fait. » Dorothy Ann regarda la photo. « C'est quoi ça ?»« C'est une photo pour toi, si tu veux. » Dorothy Ann la prit. Elle l'examina sérieusement. La photo montrait Elvis sur scène, avec sa guitare, dans l'une des postures qui avaient fait hurler des milliers d'adolescentes dans des salles à travers le pays. Dorothy Ann l'observa avec l'œil critique d'une enfant de 7 ans qui évalue quelque chose selon ses critères propres. « Vous avez l'air drôle là-dessus, » dit-elle. Louise ferma les yeux brièvement. Elvis rit, pas le rire calculé qu'on entend dans les interviews, pas le rire de spectacle, le rire d'un garçon de Memphis qui vient de se faire dire quelque chose d'honnête par quelqu'un qui ne lui doit rien.
Je suis souvent drôle, dit-il. La conversation continua. Pas pendant longtemps. Dorothy Ann était encore fatiguée et le sommeil revenait dans ses yeux avec l'insistance de la maladie qui réclame ses droits. Mais pendant les 21 minutes où elle fut éveillée, elle parla à Elvis de sa poupée en tissu, dont le nom était Marcel pour des raisons que Dorothy Ann expliqua mais qui ne devinrent pas entièrement claires, et de l'école où elle avait une institutrice qui s'appelait Madame Collins et qui était sévère mais juste selon les termes exacts de Dorothy Ann, et de ce qu'elle voulait faire quand elle sortirait de l'hôpital, qui était jouer aux billes avec son voisin Gérald, parce qu'il lui devait 3 billes depuis 2 semaines. Elvis écouta tout cela, pas avec la patience polie de quelqu'un qui attend que la conversation se termine, avec l'attention réelle de quelqu'un qui trouve que ce qu'il entend est intéressant, ce qui n'est pas la même chose. Quand Dorothy Ann commença à se rendormir, Elvis se leva doucement. Il regarda Louise. Il dit, assez bas pour rester entre eux. Elle va s'en sortir. Je sais pas comment je sais ça, mais je sais. Louise hocha la tête. Ce n'était pas parce qu'elle croyait qu'Elvis Presley avait une connaissance médicale particulière. C'était parce que c'était la première fois en 9 jours que quelqu'un lui disait quelque chose de ce type, avec cette tonalité précise, et que son corps, épuisé de 9 jours dans cette chaise, en avait besoin d'une manière ou d'une autre. « Merci d'être entré », dit-elle. Elvis remit ses lunettes. Il sortit dans le couloir. Ce qui se passa les 10 minutes suivantes fut ce qui transforma une visite privée dans une chambre d'hôpital, en une histoire que les infirmières du service pédiatrique de Memphis se racontèrent pendant des années. Dans le couloir, 3 infirmières et 2 internes, qui avaient appris par le réseau de transmission instantanée des informations importantes dans les institutions fermées qu'Elvis Presley était dans le bâtiment, se trouvaient dans une position qui essayait d'être naturelle et ne l'était pas entièrement. Elvis s'arrêta au milieu du couloir. Il regarda l'assemblée informelle qui s'était formée. Il dit, avec la décontraction de quelqu'un de 21 ans qui a déjà appris que les situations inhabituelles se gèrent le mieux quand on les traite comme ordinaires. « Quelqu'un a une guitare par ici ?» La question fut accueillie avec un moment de surprise. L'une des infirmières, une femme de 50 ans qui s'appelait Betty Jo et qui avait 22 ans de service pédiatrique, dit que l'un des internes avait une guitare dans sa voiture et qu'elle pouvait aller la chercher en 5 minutes. Elle revint en 4. C'était une guitare acoustique ordinaire, le type qui appartient à quelqu'un qui joue pour lui-même le soir dans sa chambre et qui n'a pas de prétention de scène. Elvis la prit, la tint un moment, accorda 3 cordes qui en avaient Zina besoin et commença à marcher dans le couloir en jouant. Pas fort, pas la musique des shows et des classements. Quelque chose de beaucoup plus doux, de la musique de couloir d'hôpital un dimanche après-midi, qui n'avait pas de titre et qui n'en avait pas besoin. Il jouait et il marchait. Et il s'arrêtait devant les portes entr'ouvertes, où des enfants regardaient de leur lit. Et il les regardait, et il continuait à jouer, et il continue comme ça tout le long du couloir. Les enfants qui étaient éveillés regardaient. Certains souriaient. Un petit garçon de 5 ans qui avait un bras dans un plâtre depuis une chute d'arbre, tapait sur le côté du lit avec sa main libre, en rythme approximatif. Une fille de 10 ans qui récupérait d'une opération de l'appendice, regarda par la fenêtre de la porte, et refusa catégoriquement de répondre aux questions de sa mère sur ce qu'elle voyait pendant les 2 heures qui suivirent, gardant la chose pour elle avec la jalousie des trésors personnels. Betty Jo, l'infirmière de 50 ans aux 22 ans de service, dit à son mari ce soir-là, en décrivant les 30 minutes qui avaient suivi l'entrée d'Elvis dans le couloir avec la guitare de l'interne, qu'elle ne savait pas exactement comment parler de ce qu'elle avait vu, que c'était quelque chose qu'elle n'avait pas de mots pour qualifier entièrement, et que si son mari lui demandait d'essayer quand même, elle dirait ça, que le bruit du couloir avait changé, que les bruits de couloir d'hôpital qu'elle connaissait depuis 22 ans, les machines, les chariots, les chaussures sur le carrelage, les voix professionnelles qui s'informent en passant sur l'état des patients, avaient les continués mais que quelque chose s'était ajouté en dessous d'eux, qui les avait rendus différents. Quelque chose de vivant dans la partie du couloir où ils jouaient, et elle avait suivi ce quelque chose d'une porte à l'autre pendant 30 minutes, parce qu'elle n'avait pas pu faire autrement. Dorothy Ann Witherspoon sortit de l'hôpital 12 jours plus tard, le 24 août, avec ses nattes défaites par sa mère sur le trottoir devant l'entrée principale, parce qu'il faisait chaud, et que les nattes tenaient trop chaud, et que dehors, maintenant, Dorothy Ann pouvait avoir trop chaud comme tous les autres enfants de la rue. Elle avait la photo dans la main, un peu froissée d'avoir été tenue, puis rangée, puis ressortie en 9 jours. Louise Witherspoon fut interrogée des années plus tard par un journaliste de Memphis qui rédigeait un article sur les histoires moins connues associées à la période précoce de la carrière d'Elvis. Il voulait savoir ce qu'elle avait ressenti quand elle avait ouvert la porte de la chambre 17 et vu qui était là. Louise réfléchit à la question avec le soin qu'elle méritait. Puis elle dit qu'elle n'avait pas pensé à lui comme à une célébrité dans ce couloir. Qu'elle avait pensé à lui comme à quelqu'un qui avait frappé à une porte,
parce qu'il avait entendu quelque chose dans le couloir et qui s'était assis dans une chaise parce que sa fille dormait et qui avait parlé à Dorothy Ann pendant 20 minutes, comme si Dorothy Ann était la personne la plus intéressante qu'il avait rencontrée de la journée. Elle dit que c'était ça qu'elle se rappelait, pas la célébrité, pas les chansons, pas ce que le reste du monde savait de lui. Elle se rappelait un jeune homme de Memphis qui avait frappé à une porte, parce que le son qu'il avait entendu dans le couloir lui avait semblé être quelque chose à ne pas ignorer, et que c'était, à sa façon précise, assez extraordinaire.